Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la loi normale et le théorème central limite. Alors l'objectif principal de cet épisode, c'est de comprendre d'où vient la loi normale et pourquoi elle joue un rôle très important en analyse de données. Alors avant de parler de la loi normale proprement dite, on va prendre le temps de réfléchir un peu à la notion de distribution, puisque la loi normale c'est un cas particulier d'une distribution. Alors qu'est-ce que c'est qu'une distribution et notamment qu'est-ce que c'est qu'une distribution probabiliste? Donc c'est un objet mathématique qui associe à des valeurs particulières des probabilités. Alors une façon de l'écrire, c'est ce que vous avez ici sur l'écran. Donc on calcule une probabilité PR et on la calcule pour une certaine valeur X. Donc ça c'est une valeur, c'est une quantité. Quand on fait cette association entre valeur et probabilité, on décrit la distribution d'une variable aléatoire. Donc ici la variable aléatoire c'est grand X. Donc ça, c'est la distribution de grand X, ma variable aléatoire. Les distributions sont des fonctions qui donnent des probabilités, on vient de le voir, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, elles donnent ce qu'on appelle des densités de probabilité, donc c'est une complication dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors la question maintenant, c'est à quoi ça sert, à quoi on peut utiliser cet objet mathématique, donc ces distributions. En fait, on va utiliser les distributions pour représenter des données ou pour essayer de modéliser des processus où le hasard joue un rôle. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les valeurs de x qui sont possibles, mais on n'est pas sûr de la valeur sur laquelle on va tomber, et donc il faut essayer d'estimer les chances qu'on a de tomber sur telle ou telle valeur. Alors des cas d'utilisation de distribution, on en a vu un certain nombre déjà. Dans la vidéo précédente, par exemple, on avait utilisé une distribution pour représenter les données de longévité des chiroptères, des chauves-souris et des rongeurs, c'est-à-dire qu'on avait bien des valeurs de longévité, ici en abscisse du graphique, et à chaque valeur associée une certaine probabilité. Alors là, ce n'est pas une probabilité, c'est un nombre d'espèces, mais rapporté au nombre d'espèces total, ça nous donne une idée de la chance de tomber sur chacune des longévités possibles. Donc voilà une utilisation possible de l'outil distribution. Alors on va creuser cette idée de lien entre processus et distribution qui pour l'instant est un peu abstrait dans un cas simple que je représente ici. Alors le processus que je représente là est très très simple. On s'intéresse à la germination de graines. Donc on a des graines qui peuvent germer avec 70% de chance, donc le 0,7 qui est ici, ça c'est la probabilité de germination, et puis qui peuvent donc ne pas germer le reste du temps, c'est-à-dire dans 30% des cas. Alors on va imaginer le scénario où j'ai un lot de 3 graines, et ce qui m'intéresse c'est de savoir combien je vais observer de germination sur ce lot de 3 graines. Donc je peux représenter le processus comme une espèce d'arborescence, c'est-à-dire que je prends la première graine, elle a une probabilité de 70% de germer, et de 30% de ne pas germer. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième graine. La deuxième graine peut elle aussi germer ou ne pas germer, et ces deux événements sont totalement indépendants de ce qui est arrivé à la première graine. C'est-à-dire que la probabilité de germination sera de 70% ici ou là, c'est-à-dire qu'elle sera de 70% que la première graine n'ait pas germé ou bien qu'elle ait germé. C'est la même chose. Et puis il va se passer la même chose pour la troisième graine, avec à chaque fois aussi une probabilité de germer de 70%, quoi qu'il soit arrivé à la première et à la seconde des graines. Voilà, alors maintenant si je fais le bilan, je peux compter pour chaque branche de mon arborescence combien j'ai de graines germées. Donc si je suis la première branche ici, bien évidemment j'ai 0 graines germées, alors que si je suis la première branche jusque là, puis que je bifurque pour aller ici, j'ai une germination. Donc voilà ce que ça donne au total en termes de nombre de germinations. Donc vous voyez qu'il y a un seul chemin qui mène à 0 germination, un seul chemin qui mène à 3 germinations, mais par contre plusieurs chemins pour avoir une germination ou 2 germinations. Alors maintenant on peut assez facilement calculer les probabilités associées à chacun de ces chemins, puisqu'il suffit en fait de multiplier les probabilités qu'il y a sur chacune des branches. Donc par exemple la probabilité d'avoir 0 germination, c'est 0,3 fois 0,3 fois 0,3. Et je peux faire ça pour chacun des chemins possibles, et c'est comme ça que j'obtiens la distribution de mon nombre de graines germées. Et cette distribution, c'est une distribution qui est très très connue, parce qu'en fait c'est la loi binomiale. Donc c'est un cas particulier de la loi binomiale. Ici c'est la binomiale avec 3 essais et une probabilité de succès de 70%. Et voilà la représentation graphique de cette distribution.
Donc ici, on est dans un cas de figure très simple où en fait on a un processus qu'on est capable de décrire de façon tellement précise que une fois cette description faite, on sait exactement à quelle distribution on va avoir affaire. Le problème qu'on va rencontrer, c'est que dans de nombreuses situations en biologie et en écologie, on a une mauvaise connaissance des processus, voire pas de connaissance du tout. Et donc on ne va pas pouvoir prédire de façon si simple la distribution à laquelle on doit s'attendre. Et c'est là que le théorème central limite va intervenir, mais pour introduire l'idée de ce théorème, je vais prendre un cas concret. Alors voilà le scénario dans lequel je vais me placer. Je vais supposer que mon caractère phénotypique est déterminé par un seul gène, avec deux allèles possibles, soit grand A, soit petit a. Et je vais supposer par ailleurs que chaque copie de petit a rajoute une certaine valeur à mon phénotype. Donc ce phénotype sera 0 si l'individu ne porte aucune copie de l'allèle petit a. Il passera à 1 pour une copie, puis à 2 pour deux copies. Donc chaque copie ajoute une quantité de 1, ici, au phénotype. Donc on peut dire que les effets de ces allèles sont additifs. Donc voilà mon modèle de lien entre génotype et phénotype. Et puis maintenant, je vais associer à chaque génotype et donc chaque phénotype une certaine fréquence. Donc je vais supposer ici que les homozygotes sont en fréquence 1 quart et l'hétérozygote en fréquence 1,5. Et donc voilà la distribution de phénotypes que ça me donne. Donc j'ai une distribution avec 1 quart pour le phénotype 0, 1,5 pour le phénotype 1 et puis 1 quart à nouveau pour le phénotype 2. Bien, ça, c'est quand le phénotype est déterminé par un seul gène. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de gènes qui déterminent ce phénotype, en commençant par regarder ce qui se passe si le phénotype est déterminé par deux gènes. Alors pour deux gènes, évidemment, il y a plus de génotypes possibles, puisque vous avez toutes les combinaisons possibles entre les génotypes des deux gènes en question. Et donc le nombre de copies de petit a portées par un individu peut varier de 0, comme tout à l'heure, jusqu'à 4, au lieu de 2 tout à l'heure. Alors je vais supposer que 0 correspond à un phénotype de 0, exactement comme tout à l'heure, et je vais supposer que 4 copies correspondent à un phénotype de 2 pour garder la même gamme de variations phénotypiques que dans mon exemple à un gène précédemment. Alors si je fais ça, ça veut dire qu'à chaque copie de petit a qu'un individu gagne, eh bien, son phénotype va augmenter de 1,5. Donc je passe de 0 à 1,5 quand je passe de 0 à une copie de petit a, puis de 1,5 à 1 quand je passe de une copie à deux copies, etc., etc., etc. Donc les effets restent additifs, donc les effets de ces allèles A s'additionnent. Donc voilà pour mon modèle de lien entre génotype et phénotype, hein, c'est essentiellement le même que tout à l'heure. Mes deux gènes ont exactement les propriétés que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, la complication supplémentaire ici, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de fabriquer ce phénotype de 1,5. Ce phénotype, il va toujours correspondre à une situation où l'individu ne porte qu'une copie de petit a, mais comme il y a 4 copies de gènes finalement, enfin il y a 2 gènes et chacun en 2 copies, eh bien, j'ai 4 façons de placer cet allèle petit a. Et voilà donc ce qui se passe si je représente ces 4 façons, et puis plus généralement l'ensemble des génotypes possibles. Donc vous voyez bien les 4 chromosomes ici qui portent l'allèle bleu. Donc 4 façons d'avoir une seule copie de petit a. De la même manière, il y a 4 façons d'avoir 3 copies de petit a. Et puis 6 manières d'avoir 2 copies de petit a. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des phénotypes qui correspondent à plus de combinaisons de génotypes et qui donc vont être plus probables de ce fait-là. Alors je vais maintenant calculer mes fréquences. Donc je vais supposer, comme tout à l'heure, que pour chaque gène, les homozygotes sont en fréquence 1 quart et l'hétérozygote en fréquence 1,5. Je vais calculer la fréquence de chacun des génotypes qui correspond à ces cases rouges, et puis je vais additionner les cases qui correspondent à une valeur de phénotype identique. Et voilà ce que j'obtiens au terme de ce calcul. Donc j'obtiens une nouvelle distribution. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre exactement le même raisonnement, le même principe, et augmenter petit à petit le nombre de gènes. Alors je ne vais pas détailler les calculs, mais ce qui va m'intéresser, c'est comment la forme de cette distribution change au fur et à mesure que j'augmente le nombre de gènes. Si on compare déjà le cas 2 gènes au cas 1 gène de tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas tellement de modifications. Finalement, la distribution reste symétrique et centrée sur la valeur de 1, qui est la valeur moyenne. Si on calcule la moyenne de x dans cette distribution, on obtient exactement 1. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'augmente le nombre de gènes? Voilà ce qui se passe pour 3 gènes. Donc vous voyez une distribution qui a la même allure pour 4 gènes.
à nouveau une distribution centrée sur la valeur de 1, et puis etc. Je vais augmenter beaucoup le nombre de gènes, à partir de 4 et jusqu'à 1000. Et ce qu'on observe assez rapidement, c'est que la distribution reste centrée sur la valeur de 1, elle reste symétrique, mais elle prend une allure très rapidement de courbe en cloche à peu près continue. Alors on pourrait se dire, cette allure en cloche, elle vient du côté symétrique, et ce côté symétrique, il vient peut-être de mon hypothèse de départ, qui est que les deux homozygotes ont la même fréquence, 1/4, et l'hétérozygote est le génotype le plus fréquent, 1,5. Donc je vais enlever cette hypothèse-là et je vais refaire mes simulations, mais dans un scénario différent, où ce seront les mêmes gènes, le même type de gènes qui seront impliqués, avec le même lien entre génotype et phénotype, mais des fréquences différentes. Donc voilà les fréquences que je vais supposer maintenant. Je vais supposer que le génotype petit a est beaucoup plus fréquent, il représente 81% des individus ici, que les autres génotypes. Et donc voilà la distribution correspondante. Donc j'ai une distribution qui n'est plus du tout symétrique, qui a un pic sur la valeur 2, et dont la moyenne n'est plus de 1, mais de 1,8. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais augmenter le nombre de gènes. Donc voilà la situation à 2 gènes, donc je retrouve mon schéma compliqué de tout à l'heure, avec la même gamme de phénotypes, mais des fréquences associées qui sont différentes, et donc la distribution reste asymétrique, avec toujours un pic en 2, et une moyenne toujours égale à 1,8. Et puis je vais continuer, comme tout à l'heure, à augmenter le nombre de gènes. Donc voilà pour 3 gènes, pour 4 gènes, et pour de nombreux gènes. Et là, ce qu'on observe, c'est que la moyenne de la distribution ne change pas, mais que rapidement, la forme de la distribution va changer, elle va devenir symétrique, elle va prendre une allure de courbe en cloche exactement comme tout à l'heure, et se centrer sur la moyenne de 1,8 qu'elle a depuis le départ. Donc, le fait que la courbe soit en cloche ne vient pas du choix que j'avais fait tout à l'heure de mes fréquences de génotype. Alors cette courbe en cloche, vous vous en êtes douté, c'est la loi normale qui est décrite par l'équation compliquée que vous voyez ici à l'écran et qu'on prendra le temps de décrypter un peu plus loin dans cette vidéo. Cette loi normale, c'est une invention des mathématiciens du XVIIIe et XIXe siècle. Je reproduis ici la première page d'un ouvrage qui date du premier quart du XIXe siècle, ouvrage qu'on doit à Carl Friedrich Gauss. Et c'est dans cet ouvrage que Gauss décrit la loi normale sous sa forme moderne qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on appelle parfois la loi normale la distribution gaussienne, donc pour rendre hommage à Carl Friedrich Gauss. Donc cette loi normale, on va la rencontrer tout le temps. Elle intervient très très fréquemment en analyse de données. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la question de savoir pourquoi la loi normale est trouvée si souvent dans les données. Quelle est la raison pour laquelle on l'observe si fréquemment. Et cette raison, en fait, c'est le théorème central limite. Alors que dit le théorème central limite? Le théorème central limite, il essaie de prédire ce qui arrive à une quantité z, qui est une variable aléatoire, quand cette variable aléatoire est elle-même la somme de nombreuses autres variables aléatoires qui ici sont appelées x, donc x1, x2, etc. jusqu'à xn. C'est en fait exactement la situation qu'on avait simulée tout à l'heure avec notre caractère phénotypique qui était déterminé par de nombreux gènes dont les effets s'additionnaient, rappelez-vous. Donc, que dit le théorème central limite? Il dit que si ces variables x sont indépendantes entre elles, c'est-à-dire si la valeur de x1, par exemple, ne dépend pas de celle de x2, ça c'est une condition qui est absolument indispensable, sans laquelle le théorème ne s'applique pas. Et si par ailleurs, il n'y a pas une variable aléatoire x qui l'emporte sur les autres, c'est-à-dire si par exemple x1 n'a pas des variations très très fortes, alors que x2, x3, etc. jusqu'à xn auraient des variations toutes petites, dans ce cas-là, peu importe la distribution de ces variables x, pourvu que n soit grand, z suivra une loi normale. Alors ça, c'est un théorème dont les premières versions remontent au XVIIIe siècle, mais au départ, il a été découvert dans un cas limité, en fait dans le cas de données binomiales, qui est exactement le cas de nos simulations de gènes de tout à l'heure. Et puis plus tard, au 19e, le théorème a été généralisé et la version qu'on utilise aujourd'hui, en fait, on la doit à un mathématicien russe qui s'appelle Lyapunov et elle a été publiée au tout début du XXe siècle. Pourquoi ce théorème est fondamental? Parce que ce théorème nous dit que finalement, dans certaines situations, peu importe les détails du processus qui vont déterminer comment une quantité z varie, c'est pas très important. Il suffit que ce z soit le résultat de la somme d'un grand nombre de processus indépendants et on est sûr qu'il suivra une loi normale. Et par ailleurs,
ce type de situation, on s'attend à les trouver assez souvent dans la nature, donc de nombreuses quantités mesurées dans la nature devraient suivre une loi normale. Alors on va maintenant revenir à l'équation compliquée qu'on vient de voir et essayer de la décrypter et de comprendre le lien entre cette équation et la forme de la courbe en cloche. Alors cette équation, elle prend la forme d'une fonction f de z. Donc z, c'est une valeur, une des valeurs possibles. Ce qu'on voit dans l'équation, c'est qu'il y a la différence z moins mu qui apparaît. Donc ça veut dire que si z est égal à mu, toute cette quantité qui est dans l'exponentielle ici s'annule. Et dans ce cas-là, on a la valeur la plus élevée possible de f. En fait, on a le sommet de la courbe. Donc ça veut dire que ce sommet de courbe, il est positionné sur un des paramètres de ma fonction f, qui est le paramètre mu. Donc ce sommet, on l'appelle le mode. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que ce mode, il est égal pour la loi normale à la moyenne de la distribution et aussi à la médiane. Alors la moyenne, ça se voit pas, je vous le dis et ça se démontre, mais ça se voit pas nécessairement dans le graphique. Par contre la médiane, oui, ça peut se voir. Comment ça peut se voir? Ça peut se voir parce que le mode divise la courbe en deux parties de surface égale. Donc l'aire à gauche de mu est égal à l'aire à droite de mu, mode égale médiane. Donc ça, c'est la première chose. Qu'on peut voir aussi maintenant, c'est que dans l'exponentielle, on a la différence z moins mu élevée au carré. Donc plus z s'éloigne de mu, plus cette chose-là va être grande. Et comme il y a un moins devant, en fait, l'exponentielle va décroître au fur et à mesure que z s'éloigne de mu. Et c'est ça qui donne la courbe en cloche qu'on voit ici. Alors maintenant, il y a un autre paramètre dans cette équation, qui est le paramètre sigma, qui intervient ici et là. Alors ce paramètre sigma, lui, va déterminer la position de ce qu'on appelle des points d'inflexion. C'est-à-dire c'est le point où en fait, vous voyez ici la fonction accélère, elle monte de plus en plus vite, alors que dans cette deuxième partie ici, au contraire, elle continue de monter mais de moins en moins vite. Le point d'inflexion, c'est le point de bascule entre la partie où ça accélère et la partie où ça décélère. Donc voilà ce que détermine en termes de forme les deux paramètres de la loi normale. Donc mu c'est le mode et sigma c'est de combien les points d'inflexion s'éloignent de mu. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de forme de la fonction quand je change la valeur de mu, quand je change la valeur de sigma. Bon, c'est assez simple à prévoir. Si je change la valeur de mu, bien sûr la courbe en cloche va se décaler vers la gauche ou vers la droite et sa forme ne changera pas. Je change la valeur de sigma, la courbe ne va pas se décaler, et par contre, sa largeur, entre guillemets, va changer, puisque si je augmente sigma, les points d'inflexion s'éloignent. Si je diminue sigma, les points d'inflexion se rapprochent, et ce qu'on a pu noter, c'est que dans le même temps, sa hauteur augmentait. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette fonction qui décrit la courbe en cloche doit respecter une contrainte qui est que l'aire totale sous la courbe doit être égale à 1. Sinon, la fonction ne décrit pas une distribution. Donc si je diminue la largeur, pour conserver l'aire totale sous la courbe, je dois augmenter la hauteur. Alors je dois augmenter la hauteur, mais jusqu'à où? Pour rendre les choses concrètes, je vais prendre la situation où mu est égal à 0, donc c'est un cas particulier, et je vais calculer f de 0. Donc je prends z égale 0, je fais mon calcul, f de z égale 0, ça me donne le résultat suivant. Et vous voyez que le résultat dépend du paramètre sigma. Alors il dépend sous la forme 1 sur sigma. Ce qui veut dire que si sigma est petit, le résultat de ce calcul va être assez grand, et même on peut imaginer que si sigma devient très petit, le résultat du calcul va devenir très grand, voire même infini. Donc, en résumé, f de 0 peut dépasser 1. Alors ça pose une question, puisque on est censé décrire une distribution, et donc la fonction f, logiquement, devrait donner des probabilités. Mais une probabilité, ça ne peut pas dépasser 1. Donc ça veut dire qu'en réalité, f ne donne pas une probabilité, il donne autre chose. Il donne ce qu'on appelle une densité de probabilité, et on va parler au sujet de la fonction f de fonction de densité. Alors cette densité de probabilité, c'est quelque chose qui est plus abstrait qu'une probabilité, et pour terminer cette vidéo, on va passer un petit peu de temps à comparer probabilité et densité de probabilité. Et en fait, ce qu'il faut comparer en réalité, c'est la situation des distributions discrètes, comme la loi binomiale dont on a parlé au début de la vidéo, et des distributions continues, comme la loi normale dont on vient de parler. Dans une distribution discrète, on a un certain nombre de valeurs possibles entre lesquelles
on n'aura jamais d'observation. Donc par exemple ici, Z0, Z1, Z2, Z3 sont 4 valeurs possibles. Entre ces valeurs, aucune observation ne peut être faite. Il n'existe pas de valeur possible entre Z0 et Z1. Ça, c'est le cas d'une distribution discrète. Donc par exemple, dans une loi binomiale, Z0, Z1, Z2, Z3 vont être des entiers consécutifs. 0, 1, 2, 3, par exemple, dans le cas des graines au début de cette vidéo. Alors à l'inverse d'une distribution discrète, une distribution continue, c'est une distribution où toutes les valeurs sont possibles. Donc dans une distribution continue, si je prends deux valeurs Z0 et Z1, toutes les valeurs qui existent entre Z0 et Z1 sont possibles. Alors ça change un peu tout, parce que ça veut dire que la probabilité de tomber exactement sur une valeur, parmi l'infinité des valeurs possibles, eh ben, elle est par définition égale à 0. Alors c'est pour ça que ça n'a pas de sens en fait de décrire la distribution par la probabilité d'observer une certaine valeur, puisque toutes ces probabilités sont égales à 0, c'est ce qui est noté ici. Donc on décrit la distribution par une densité de probabilité au lieu de la décrire par une probabilité. Alors une fois qu'on a dit ça, le problème c'est que la notion de densité de probabilité est un peu abstraite, donc je vais conclure cette vidéo en vous montrant comment concrètement on va utiliser les densités de probabilité dans la réalisation de nos tests statistiques. Donc quand on a affaire à une distribution discrète du type de celle qui est en haut de l'écran ici, la situation dans laquelle on va se retrouver souvent, c'est d'avoir une certaine valeur, x, et de vouloir calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à cette valeur petit x. Et ça, dans une distribution discrète, ça va correspondre à une aire sous la courbe à gauche de la valeur x, c'est-à-dire qu'en fait, je vais simplement prendre toutes les barres qui sont à gauche de x et additionner leur hauteur, et ça me donnera la probabilité d'être en dessous de x. C'est ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes, par exemple dans le test de Wilcoxon, mais aussi dans le test de permutation. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans une situation équivalente si la distribution est continue? Donc, vous voyez, j'ai reproduit à peu près le même schéma en dessous pour une distribution continue, donc là, typiquement, la loi normale. À nouveau, je veux calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x, qui est ici. Eh bien, je vais aussi colorier l'aire sous la courbe à gauche du point. Et il va falloir que je calcule, là aussi, la surface sous la courbe à gauche de la valeur de x. Alors, cette fois-ci, ce calcul de surface, ça ne va pas être une simple somme, comme noté ici pour la distribution discrète, ça va devenir une intégrale. Mais peu importe cette complication supplémentaire, le passage de la somme à l'intégrale, ces intégrales, on vous les fournira, vous n'aurez pas à les calculer. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans les deux cas, ce qui nous intéresse, ce sont des aires sous les courbes. Voilà, j'en ai terminé avec la loi normale et le théorème central limite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.